Tous les orateurs ont montré pourquoi il faut boycotter. Il y a une question qui n'a pas été abordée et qui, on se heurte à cette objection dans nos rangs, c'est le vote blanc. Je crois qu'il faut combattre le vote blanc car il sera décompté comme votant et le seul chiffre, les orateurs l'ont dit, le seul chiffre qui importe à nos gouvernants, c'est combien l'abstention. Or, les votes blancs seront, je le répète, et ça je crois que c'est un argument très qu'on rencontre dans nos rangs au nom du principe démocratique du vote, d'aller voter, etc. Je crois que c'est là-dessus que je voulais attirer l'attention et qu'il faudra argumenter sur ce point et c'est ce que je fais dans mon blog. Après la forfaiture du traité de Lisbonne, donc je souhaitais protester contre cette forfaiture. Et la seconde raison, c'est qu'il n'y avait pas de liste en 2009 qui prenait la sortie de l'Union européenne, ni même la sortie de l'euro. Alors en 2014, pour moi, les choses sont différentes, puisque j'ai décidé de soutenir le seul mouvement politique qui prône la sortie de l'Union européenne, qui prône la sortie de l'euro et qui prône la sortie de l'OTAN. Ce mouvement politique, c'est l'UPR, l'Union populaire républicaine de François Asselineau, qui présente des listes dans toute la France. C'est un mouvement politique qui est parfaitement républicain, dont le programme s'inspire du Conseil national de la résistance. Et ce que je crains, c'est que l'abstention ne fasse le jeu des européistes, parce que même s'il y a 70, 80, 90% d'abstention, le Parlement européen sera de toute façon élu, et nous serons en réalité absents de ce débat, parce que la véritable question n'est jamais posée par les partis qui se présentent aux élections européennes, et la véritable raison, c'est avons-nous intérêt à rester dans l'Union européenne, ou faut-il en sortir? Et l'UPR fait campagne pour la sortie de l'Union européenne. J'ai été communiste quand j'avais 14 ans, j'ai appris le russe. Bon, pour différentes raisons, je dois vous expliquer pourquoi je ne suis plus communiste depuis longtemps. Mais en tout cas, bon, je viens d'apprendre quelque chose, là, c'est bien. Mais moi, ce que je crains, parce que je fais partie des gens qui ont voté non à la Constitution européenne et qui en ont ressenti, après ce qui s'est passé, une colère qui ne s'éteint pas. Et je suis d'accord avec tout ce que les orateurs ont dit. On nous vole, on nous ment, on nous manipule, les gens sont endormis. Et comme les gens sont endormis, eh ben, il y en a beaucoup qui ne vont plus voter. Et moi, j'attendais autre chose du Parti communiste. Et quand j'ai su que vous organisiez ce débat ce soir, j'ai eu envie de venir pour vous dire, moi, je fais partie des gens qui ne sont pas des militants, mais qui sont conscients de ce qui se passe. Et pour moi, ça aurait été beaucoup plus intéressant, pas de voter blanc, mais de voter nul. Parce que, effectivement, alors là, s'il y a quelqu'un qui existe pour dire nous, on veut sortir de l'Europe, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut sortir de l'euro. Et comme beaucoup de gens, parce que j'ai bien vu le prix de la baguette, j'ai bien vu, et maintenant, chez moi, c'est fromage ou dessert, c'est plus les deux. Enfin, je veux dire, vraiment... Ce que je dis, je suis sûre que tous les gens qui sont ici le savent, le comprennent, le vivent. Et réellement, je suis déçue que le Parti communiste appelle à voter, à ne pas voter. Parce que ça, c'est la mode aussi de ne pas voter. Vous avez dit, c'est la mode d'être... quand on nous a servi la grande messe... Excuse-moi, ici, c'est pas le Parti communiste. Oui, enfin, bon... Et le Parti communiste, il appelle à voter Front de gauche. Voilà. Donc ici, ce n'est pas le Parti communiste. Ce sont des gens qui appellent à voter non, à dire, et je finis, pour le boycott, et qui sont pour la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro. Tous ceux qui sont à la tribune ici. Voilà. Et de l'OTAN, évidemment. Du FMI et de la Banque mondiale. Quand vous dites qu'il faut s'abstenir, mais bon sang, je veux dire, vous allez être noyés dans l'abstention qui règne de plus en plus à toutes les élections. Enfin, je veux dire, on n'a qu'à voir les chiffres. Il y a de plus en plus d'abstentionnistes. Alors, d'accord, vous n'êtes pas... Pour moi, vous êtes de vrais communistes. Vous n'êtes pas le Parti communiste qui appelle à voter. Donc, effectivement, c'est pour ça que je suis là. Mais je ne vois pas comment vous allez apparaître comme une force de contestation. Finalement, vous allez être silencieux. Là, on est entre nous, on est entre gens conscients de ce qui se passe. Mais je veux dire... Merci à tous d'être venus. Arnaud Grignon-Rivière, conseiller national UDI.
ancien candidat municipal avec Karine Léré et Charles Deglédé. Je trouve que le débat est très intéressant et de bonnes interventions. Et le vote blanc, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, comme ça permet d'être comptabilisé dans les votes. Donc, je pense qu'on a plus de poids en vote en blanc qu'en certaines élections. Vas-y. On est en train de lancer la campagne. Alors, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, concernant l'idée aberrante que ça serait une élection proportionnelle qui serait une véritable élection proportionnelle. Il faut savoir que le temps de parole qui sera partagé entre les petites listes non gouvernementales et n'ayant pas atteint autour de 15% des voix lors des dernières élections, devront se partager dans les médias 1h30 de temps de parole. Ce qui veut dire que c'est ridicule et non démocratique. Ensuite, il faut savoir que lors de la dernière élection en Île-de-France, on avait à voter pour 13 personnes et que uniquement les personnes qui ont obtenu plus de 8% des voix ont pu se retrouver représentées au Parlement européen. Et c'est encore pire dans les autres régions où il y a entre 8 et 10 personnes à élire, parce qu'à ce moment-là, il faut se retrouver avec plus de 15% quasiment pour pouvoir avoir un représentant. Et il aurait été beaucoup plus logique de faire représenter le peuple français au niveau national, où là, on aurait pu avoir une perspective de représentativité de toutes les parties prenantes de notre société. Il faut voir que le mode de scrutin qui est choisi, pseudo-régional, ne permet absolument pas l'expression et la représentation de toutes les parties prenantes composantes de notre société. Ça permettrait, dans la mesure où ils vont obtenir un petit peu d'argent, uniquement de faire fonctionner certains groupes, mais c'est vraiment quelque chose. Il faut bien savoir que la campagne est remboursée à partir de 3% et que toutes les petites listes ne seront certainement pas remboursées. Ensuite, je voudrais dire concernant le Front National, et je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Front National appelle à lui un certain nombre de personnes qui votent pour ce parti uniquement parce que c'est un nom à l'Europe dans leur tête. Nous savons tous qu'il n'en est rien, mais n'empêche que les gens qui votent Front National le pensent, et qu'ensuite, ça serait le seul moyen d'émettre un avis d'opposition au parti de gouvernement. Et à ce moment-là, le boycott, moi j'en suis persuadée, va aller chercher des voix du Front National et va faire baisser significativement la part du Front National comme étant seul parti d'opposition. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur de demander à toutes les parties prenantes de notre société, que ce soit des gens qui soient pro-européens plus ou moins, mais contre la casse sociale, ou que ce soit des gens qui soient pro-France plus ou moins et redémarrage de la France, mais sans être ultra-racistes, il faut absolument attirer ces gens vers nous et leur proposer l'option de dire on va à moyen terme vers une idée de l'annulation de ces élections. Ces élections doivent être nulles et non avenues. C'est le résultat qu'il faut absolument que l'on obtienne, une abstention massive qui remette en cause simplement le fait que ces personnes puissent nous représenter légalement. On aura un troisième tour, et je pense aussi un troisième tour dans la rue, parce qu'à partir du moment où on arrivera à mobiliser les gens contre ce projet d'Union européenne, dans le boycott, et que ce boycott sera mesuré et mesurable, les gens, il faudra les amener à d'autres types d'interventions, et c'est dans la rue que ça se passe. Merci. Vincent Flamand du CDR RU 59, je suis membre du PRCF, et avec Marie Dutroux du MPL 59, on co-anime donc ce CDR. Je vais prolonger ce qui vient d'être dit parce qu'on a fait ensemble une émission sur la Radio Campus, une radio de gauche assez écoutée dans la région lilloise dernièrement. Et un des militants qui animait avec nous,
qui est signataire aussi, disait mais CNR-RUE, c'est que vous allez mettre le CNR dans la rue. Et c'est ce qui vient d'être dit, en fait, c'est l'idée du troisième tour, c'est qu'effectivement, on va mettre après le CNR dans la rue après les élections. Je voudrais juste réagir sur 2 ou 3 petites choses. Bon, petit compte rendu aussi, non, après cette émission de radio, nous on tracte. On distribue des tracts là où on peut, au centre de meeting par exemple, là où on sait qu'il peut y avoir le front de gauche ou des gens comme ça. Ce qui permet de bien faire la différence entre l'abstention et le boycott. Il faut être bien clair quand même. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend le mot boycott, bien que ce soit un mot anglais, hein, parce qu'en général on lutte contre le glorish, mais là c'est un mot anglais qui est intéressant parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français. Le boycott, c'est pas l'abstention. Il faut être bien clair là-dessus, on ne sera pas noyé dans l'abstention. L'abstention, c'est passif. Le boycott, c'est actif, c'est militant. Et c'est une façon de jeter le pavé. C'est pas rester chez soi. Et on ne reste pas chez nous. Le boycott, c'est un travail de terrain. Concernant la promesse de comptabiliser les abstentionnistes et les bulletins blancs, d'ailleurs, enfin les bulletins blancs, pardon. Parce qu'il y a eu un petit débat déjà dans la salle sur la question du vote blanc. Pour la première fois, ils ont promis qu'ils allaient comptabiliser les votes blancs. Bien, ça prouve d'abord que ce n'est pas le vote blanc qui leur fait peur, c'est l'abstention qui leur fait peur. Deuxièmement, vous y croyez à leur promesse? On a eu pendant les interventions une liste de tout ce qu'ils nous ont promis avec l'Europe. Bon, ils promettent de comptabiliser les votes blancs. Moi, je ne prends pas cette promesse comme argent comptant. On voit bien quand même que ce qu'ils vont regarder avec anxiété, c'est les chiffres de participation. Et déjà, ils commencent vraiment à flipper en regardant les chiffres de participation. Ça les inquiète réellement. Et cette idée qu'il faudra effectivement ensuite demander une annulation, par exemple, même si on ne l'aura pas, mais ça les mettra davantage en difficulté. Concernant l'UPR, je voudrais 2 petites choses. Bon, d'abord, l'UPR participe. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit de la tribune. Si on participe, on cautionne. Par ailleurs, il y a un problème de fond. Moi, j'ai lu, par exemple, parce que je reçois des courriers de l'UPR, j'ai lu un courrier de l'UPR qui demandait la démission de Laurent Fabius, pour toute une série de raisons que j'ai trouvées que j'étais d'accord avec, son attitude par rapport à l'Ukraine, par exemple, etc. Mais dans cette liste, il y a un motif qui m'a choqué. Il disait qu'il faut que Laurent Fabius démissionne parce qu'il a rendu hommage au général Gap, et pas aux Français morts pour la France pendant la guerre du Vietnam. d'Indochine. Je suis désolé, mais là, vraiment, non. S'il y a un truc que Fabius a fait de correct, c'était l'hommage à un combattant anticolonialiste. Moi, en tant que communiste, je suis d'accord avec Marx, un peuple qui en a servi un autre ne saurait être libre. Gilles Questiaux a bien dit que l'Union européenne, c'était la colonisation de la France. Moi, je ne suis pas contre, parce que c'est la colonisation de la France. Je suis contre parce que je suis contre la colonisation. Et donc, vive le général Gap. Et d'ailleurs, Gilles l'a de ses parents. Gilles l'a dit, c'était, bon, on est nationaliste comme au Chimie. Effectivement, le patriotisme, c'est ça. Je préfère le mot de patriotisme. Hein, ça, c'est un des apports fondamentaux que j'ai, par exemple, avec l'UPR. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille voter pour l'UPR quand on est progressiste. Pour terminer, sur la suite de la lutte, et je crois maintenant déjà sur la lutte, je crois qu'il ne faut pas perdre une occasion, même si ce n'est pas que ça, de bien dire qu'en réalité, nous sommes, et ça a bien été dit dans l'intervention précédente, les adversaires les plus efficaces du Front National. C'est vrai que c'est le boycott qui va siphonner l'électorat du FN. Le FN n'est pas opposé à l'UE, il faut le dénoncer dès qu'on peut. Jacques Nikonov l'a bien montré aussi dans ses ouvrages. On regarde le programme du FN, il est pour la sortie de l'euro en accord avec l'Allemagne. C'est une imposture. On ne sort pas de prison avec l'accord du directeur de la prison. Et je crois qu'il faut en même temps dénoncer, Georges en a parlé, le TAFTA, le grand marché transatlantique. Parce que c'est l'étape suivante. En 1992, on nous a vendu Maastricht comme un moyen pour l'Europe de faire contrepoids aux États-Unis. Et on voit bien que l'Europe, elle, sert à intégrer les États-Unis. Je crois que dans le courant de la campagne, il faut s'y préparer ensuite, parce que ça va venir, il faut dénoncer cette saloperie qui est une aréna qui dépossède les États de tout, absolument tout, pour les mettre complètement au service du marché. Si j'ai bien compris l'intervention de M. Nicolas, il pense qu'avec un taux d'abstention...
Il pense qu'avec un taux d'abstention qui monterait à 90%, ce qui représente environ 30% de plus que le taux d'abstention attendu pour ces élections, l'abstention aurait un poids suffisant pour casser le mécanisme du machin européen. Alors, je suis un peu étonné, puisque je viens d'apprendre par l'intervention du premier intervenant de ce soir, qu'il y a effectivement une liste qui s'inscrit dans la sortie immédiate de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et je me dis que s'il y a 30% d'abstention que vous pouvez amener, vous pourriez amener aussi 30% d'électeurs pour amener des représentants qui demandent explicitement la disparition de ce machin. Et je suis complètement abasourdi de voir qu'alors qu'on vient de vous dire que ça existe, vous continuez à prôner une solution qui sera à l'évidence totalement inefficace. On va passer. Si c'est de ça dont vous voulez parler, nous connaissons très bien l'UPR pour l'avoir rencontré il y a quelques mois, en tout cas il y a quelques années aussi, à l'époque où il était pour l'abstention en 2009 aux élections du Parlement européen. Maintenant, il a décidé de présenter des candidats. Tel est son choix. Il est souverain dans son organisation. Nous continuons à penser qu'aujourd'hui, c'est le boycott qui est la meilleure réponse. Donc, quelles que soient d'ailleurs les convictions de M. Asselineau, qui sont sans doute tout à fait honnêtes, c'est-à-dire qu'il est contre l'Union européenne, pour la sortie de l'Union européenne, pour la sortie de l'euro, et qui pense que le Parlement n'est pas démocratique. Mais cette contradiction nous paraît difficile à vivre pour nous, en tout cas aujourd'hui. Donc, ici... Un vote blanc. Alors, c'est vrai que ces votes vont être comptés, mais ils ne feront pas partie des votes exprimés. Ils vont les compter, ils diront il y aura autant de votes blancs, mais quand ils donneront les résultats, ils ne parleront que des votes exprimés. Je l'ai lu, hein, c'est dit carrément et c'est officiel. Donc ils ne feront pas partie de ce qui va être donné. On dira ils ont eu autant et donc ces votes. Alors ils ont fait un petit pas en avant, mais c'est justement pour leurrer les gens et pour qu'on aille voter et pour qu'on pense qu'en allant voter blanc, c'est une bonne chose. Mais donc ils ne feront pas partie des votes exprimés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais d'abord remercier les intervenants parce que cette proposition, avec tout ce que vous nous avez apporté comme élément, cette proposition de refus de vote militant nous redonne à nous les moyens d'être actifs et de reprendre une parole. Parce que je crois qu'il y a eu des tas et des tas d'élections où nous avons été bafoués, méprisés, vous l'avez dit, même depuis le traité de Maastricht. Moi, je ne l'ai pas digéré. Hein. Après, il y a eu le 2005, on est bafoués, et il faut sortir des pratiques électoralistes, des magouilles, il y en a marre. Il y en a marre, moi personnellement, mais je pense que toute la population, tous les travailleurs, tous ceux qui luttent, tous ceux qui meurent de la politique européenne, ils ont envie de sortir de ça et de résister, de s'opposer. Voilà, ça c'est une chose. Et vous nous proposez de redonner la parole à la rue. Voilà, il faut qu'on... Ça, pour moi, c'est important. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, je voulais vous remercier. Et je pense que il ne faut pas qu'on tombe dans... Enfin, qu'on discute auprès de nous, etc. Le vote blanc, l'abstention, ceci, cela. Et je crois que l'argument le plus fort qui nous permettra de gagner, c'est ça, c'est que les gens reprennent possession de leurs droits. C'est ça la démocratie. Actuellement, les élections... Pourquoi il y a les élections présidentielles, les élections législatives, etc.
il n'y a plus de réel débat politique, démocratique dans nos pays. Hein, on accélère les trucs, même pour les élections municipales, on essaye de sauver les meubles et on sait très bien qu'on élit des élus municipaux qui n'ont pas les moyens de ce qu'ils veulent. Voilà. Bon, madame, merci. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour ces interventions. Du coup, je vais vous solliciter d'autant plus. Moi, je viens avec une question. J'aimerais savoir s'il y a eu des échos, si dans d'autres pays européens, il y a aussi des appels au boycott, au vote. Voilà, c'était juste pour savoir ça. Merci. Tout à l'heure, un intervenant de l'UPR a dit que l'UPR était pour la sortie immédiate de l'Union européenne. Or, il me semble que, enfin, c'est même une certitude, que l'UPR est pour l'utilisation de l'article 50 pour la sortie de l'Union européenne. Or, on apprend donc sur Internet que si on utilise l'article 50 pour sortir de l'Union européenne, il s'ouvre une phase de négociation avec les autres États de l'Union européenne, une phase qui peut durer jusque 2 années pendant lesquelles la France resterait soumise à la Commission européenne. Donc, 2 ans maximum. 2 ans maximum, oui, si un accord n'a pas été trouvé avec les autres États de l'Union européenne. Donc, on négocie la sortie de la prison avec le geôlier. Donc, est-ce que l'UPR, ce ne serait pas une soupape de sécurité plutôt qu'autre chose? Voilà. Je comprends aisément que chacun ait une chapelle et veuille dans son intervention faire prévaloir les intérêts de sa chapelle. Je comprends aussi que l'Union européenne, qui a les moyens, ait besoin à un moment donné, même vis-à-vis de gens qui ne représentent rien, de trouver des soutiens participatifs pour trouver une justification et trouver des pare-feux à un mouvement massif qui est le mouvement du boycott. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Je respecte votre position, vous avez le droit de l'avoir. Vous avez le droit, très bien. J'ai le droit de pas être d'accord, c'est mon droit, personne ne va me l'enlever. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous? Et pour moi, ça va clore, en ce qui me concerne, le débat direct avec vous, parce que je pense que frontalement, c'est assez clair. Je ne suis pas d'accord avec vous pour la raison suivante. Mon problème, c'est pas de savoir quelles sont les positions les plus justes pour aller se présenter dans le cadre des élections européennes, et pour savoir pour qui je vais aller voter. Mon problème, c'est quelle que soit la majorité au Parlement européen, même si l'UPR était ultra-majoritaire au Parlement européen, ou la gauche de la gauche, ou qui que vous vouliez, les décisions sont prises d'avance parce que les institutions européennes sont telles que ce Parlement n'est là que pour cautionner des décisions qui servent le capital au détriment du travail, dans tous les traités. Donc à partir de là, je comprends que vous puissiez avoir, vous, un intérêt ou des auto-justifications pour présenter des listes. C'est votre droit. C'est votre droit. Je ne suis pas d'accord avec, parce que je considère que, quelles que soient même vos positions, ça n'est qu'une politique de caution à des institutions qui sont faites pour nous pressuriser et non pas pour nous apporter quoi que ce soit. Donc pour moi, si vous voulez, la question est assez claire. C'est le boycott, c'est ni le vote blanc, qui est un vote qui sert à cautionner aussi en faisant monter les chiffres, ni le vote nul, qui est un vote, c'est une mobilisation massive et militante pour dire nous dénions toute légitimité à ces institutions à prendre quelque décision que ce soit, donc on n'y va pas. On ne va pas se fâcher avec les gens qui veulent voter blanc ou nul. On ne va pas se fâcher avec eux. Mais on attire leur attention sur le geste politique, sur le sens politique que prend leur geste de voter blanc ou de voter nul. Parce que ça n'est pas du tout la même chose que de s'abstenir. Quand on vote blanc ou nul, ça signifie qu'on estime qu'il n'y a pas d'offre politique satisfaisante. Et donc, on ne peut pas s'exprimer pour tel ou tel candidat ou pour telle ou telle liste parce qu'on n'y trouve pas son compte. Mais on accepte l'institution, on accepte le régime électoral, le mode électoral, et on se déplace pour exprimer un soutien au système. On est d'accord avec les institutions, mais à ce moment-là de l'élection, on n'a pas l'offre politique qui nous convient. Mais nous sommes dans les institutions. Et on estime qu'on fait quand même un acte citoyen en votant blanc ou nul.
appliquer ce comportement à des élections municipales, législatives, cantonales, c'est tout à fait logique. Je mettrai à part l'élection présidentielle qui se rapproche de l'élection européenne. Mais, en fait, est-ce qu'on peut faire ce même geste de voter blanc et nul pour l'élection européenne? Est-ce que ceux qui envisagent de faire ça ont réfléchi à la question? Parce qu'en allant voter blanc et nul à l'élection européenne, ils cautionnent le système, ils cautionnent les institutions européennes. Et d'ailleurs, ce que fait l'Union européenne, c'est qu'elle dépense des millions d'euros, elle développe une propagande effrénée pour inciter les gens à voter. Ça ne gêne pas l'Union européenne que les citoyens votent pour Pierre-Paul Jacques. Ce qui intéresse l'Union européenne, c'est que les gens votent. L'enjeu véritable de cette élection européenne, ça n'est pas, comme les médias tentent de nous le faire croire, la place du Front National. Le Front National sera-t-il ou non le premier parti de France? C'est pas ça du tout l'enjeu de l'élection européenne. L'enjeu, c'est l'abstention. Parce que seule l'abstention active, seul le boycott est un acte politique majeur de rejet du système. Tous les autres cautionnent le système. On ne peut pas prétendre vouloir sortir de l'Union européenne et de l'euro et de se précipiter pour y entrer via le Parlement européen. Certains nous disent, d'ailleurs je fais un petit parallèle sur le plan européen, quelqu'un demandait à l'échelle européenne, est-ce qu'il y a... Ben non, malheureusement, le poids de la propagande de l'Union européenne est tel que les forces qui préconisent le boycott sont très faibles. Moi j'ai rencontré des partis communistes dans plusieurs pays, qui sont d'ailleurs très critiques vis-à-vis de l'Union européenne ou de l'euro. Ils vont aux élections européennes avec le même argument que l'UPR, pour avoir de l'argent, pour se présenter, pour essayer d'avoir une audience médiatique. Ils le disent d'ailleurs, ils le disent clairement. Et donc, seul le boycott est le moyen de rejeter le système. Il y a une différence totale entre les deux. Alors, ma question, c'est que j'ai entendu beaucoup dans la salle dire qu'il faut voter blanc. C'est quand même plus intéressant de voter blanc. Il y en a qui l'ont dit. Moi, je suis contre. Il faut faire le boycott. Il y a un argument qui pèse, qui ici n'a pas été dit, c'est qu'en 69, le Parti communiste français, à l'époque où il défendait une ligne idéologique saine, qui aujourd'hui ne le fait plus, par la voix de Jacques Duclos, avec la présidence de Pompidou et de Poher, bonnet blanc et blanc bonnet. Et ils ont demandé de boycotter, de s'abstenir. Et alors, le résultat, c'est que nous avons eu un taux d'abstention important. Et ça a été compris. Pourquoi qu'aujourd'hui les gens ne comprendraient pas? C'est qu'ils ont compris hier. Parce que les gens, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Moi, je vois quand je vais à Peugeot, PSA, pardon, à Poissy, eh bien, on avait été reçus, on a quand même un peu... C'est difficile de discuter avec les gens parce qu'ils sortent, ils sont pressés de sortir, mais on arrive quand même à discuter avec les gens. Et ils ne sont pas contre le boycott. Parce qu'ils se disent, l'Union européenne, ça ne nous a apporté rien du tout. Ça a apporté qu'aux riches et pas aux pauvres. Voilà, c'est simple, c'est tout. Je suis d'accord avec ce qui a été dit à la tribune, dans les nuances qu'il y a eu. Simplement, ça m'amène à une question. Alors, il n'y a pas d'ironie ou de provocation, mais notamment les propos, mais aussi bien de Jacques Konoff ou de Jacques Cotta. Mais il a commencé à répondre un peu, Jacques Cotta. C'est que pour les mêmes raisons qui ont été évoquées, notamment par Jacques Cotta, ne fallait-il pas boycotter l'élection de 2012, voire les législatives, puisque aussi bien le président que les députés nationaux, qui ne sont que des croupions,
tant qu'on est dans l'Union Européenne, il ne faut pas boycotter les élections soi-disant entre guillemets nationales, mais entre guillemets seulement. Donc la présidentielle, législative, et ne faut-il pas boycotter, peut-être que vous aurez des opinions différentes des autres, en 2015, les élections pour les eurorégions. Moi je pose la question. Calvados. Il se trouve qu'on a une campagne qui est assez active. Je pense que, comme on n'en discute pas là, ça me paraît important de le dire. Il y a, pour ce boycott, finalement, de plus en plus de contacts de prix à l'extérieur de nos mouvements. Et ça m'amène à penser que, parce que finalement les élections c'est le 25 mai, mais au-delà, il faudra, on sera encore là, et le combat continuera certainement, je ne sais pas exactement de quelle manière, en tout cas, les contacts qu'on prend en ce moment, dans des endroits où, a priori, tout semblait difficile il y a encore 15 jours, 3 semaines, et j'ai le cas de la Manche ce midi, il m'appelait en me disant, on a deux dames qui se demandaient comment elles allaient prendre les choses, et bon, en se posant des questions de ce type-là, et aujourd'hui, elles étaient sur le marché de Saint-Lô, en train de distribuer avec un militant extérieur qu'on a récupéré, qui s'est dit, moi je suis intéressé, je viens vous aider, et voilà, donc on a la même chose sur la Seine-Maritime, on a vraiment disons une prise en compte de ce boycott, et je crois que c'est pas fini, parce qu'il nous reste 3 semaines, et ces 3 semaines-là, si on les met à profit pour avancer dans ce domaine, cette lutte qu'on mène aujourd'hui, je crois que c'est de bon augure pour l'avenir, enfin pour les années qui viennent, enfin voire les mois qui viennent plus précisément. Mais en tout cas, y compris au-delà des élections européennes. Voilà. Donc on est venu de Bordeaux ce matin, on va partir à Bordeaux cette nuit pour être avec vous. On est 37 au comité de Girondins, et pour répondre aux gens qui étaient partis, il y en a 3 ex-UPR qui sont avec nous, parce qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire. On a aussi les anciens qui embauchent avec nous. Donc on fait à peu près 2 collages et 2 marchés par semaine minimum, et on va dans toutes les réunions publiques, et Dieu sait qu'elles se multiplient aujourd'hui sur l'Europe, organisées par un peu tout le monde, notamment ATTAC, qui fait une campagne européiste acharnée. Et on a quelques petits bons côtés quand même, parce qu'on a été une réunion des Amis du monde diplomatique là, mercredi. C'était un élève d'arrivée qui était là comme intervenant, et quand un européiste Ensemble lui a demandé si on pouvait changer l'Europe de l'intérieur, parce qu'il y avait un parti qui demandait le boycott, etc., l'autre lui a dit, personnellement, je pense que non. Donc on prend des forces. C'est les autres autour de nous, mais ils ont pris la réponse comme nous. Donc voilà, on continue le travail, on espère qu'on va bien avancer, et on espère qu'on va continuer après les élections européennes pour que cette résistance, elle monte partout en France. Voilà. J'étais à Paris, je suis adhérent à Rouge Vif Île-de-France, donc je suis un communiste également. Voilà, donc un petit mot pour dire, France Télécom, j'ai entendu ce qu'a dit la camarade tout à l'heure d'IBM, j'étais très sensible, on vit des choses un peu similaires, enfin, on le vit au jour le jour, la logique capitaliste et financière de nos entreprises, avec tous les dégâts que ça provoque. Donc je pense que ce qui a été dit tout à l'heure à la tribune, les différentes interventions, les valeurs, les analyses, les propositions ont une portée générale qui vont bien au-delà du 25 mai, bien entendu, c'est un socle très important, et on pourra continuer à faire campagne largement après le 25 mai, à partir de ce qui a été exprimé. Moi, je pense qu'il y a par exemple un sujet d'actualité sur lequel on peut rebondir et puis tirer un peu les ficelles, c'est Alstom. Alstom, ça renvoie à la politique industrielle, ça renvoie à la façon dont c'est traité par les médias, soit racheté par GE, l'américain, ou par Siemens, l'allemand. Voilà, c'est un espèce de feuilleton, un rebondissement, mais en fait, la question n'est pas là, n'est pas dans le rebondissement, dans l'atterrissage final qui va posséder Alstom. C'est la question d'une politique industrielle en France, avec des débouchés en termes de services publics, l'énergie, les transports. Je pourrais vous parler également des télécommunications, c'est mon métier,
SFR racheté par qui, Numéricable, Bouygues. Mais la vraie finalité, la vraie question, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce qu'on est capable de refaire des services publics, des établissements publics sur l'eau potable, sur le transport ferré, puisque la SNCF va mal également, hein, EDF, GDF, les télécoms, la poste, le transport aérien, l'eau potable, etc. Et donc tout cela est parfaitement incompatible avec l'Union européenne. Ça, il faut le dire, il faut le marteler auprès des citoyens. Hein. Refaire aujourd'hui des monopoles publics garant de l'intérêt général, de l'égalité de traitement sur tout le territoire, refaire des monopoles publics qui permettraient, oui, c'est ça, l'égalité, qui auraient des financements tout à fait adaptés, contrôlés, maîtrisés de manière publique également. Voilà, ça, c'est soit on veut ça, soit on veut l'Union européenne, mais c'est pas compatible. À un moment donné, il faut rappeler des choses. Donc je crois qu'il y a matière à mener campagne en ce moment, y compris à partir de sujets d'actualité comme Alstom ou d'autres entreprises qui font l'objet de batailles capitalistes, en disant que l'enjeu est ailleurs pour nous et que de toute manière le capitalisme aura un effet destructeur, quelles que soient les options prises. Et puis également sur les salaires, la protection sociale, hein, la Sécu, la défense de la Sécu, ça a été dit tout à l'heure, il faut non seulement la défendre mais la reconquérir en partie pour ce qui a été déjà gagné par le capital. Et puis également les protections, le code du travail, hein, les protections pour les travailleurs, les garanties collectives. Je crois que c'est des choses qui parlent aux gens. Et voilà, notre campagne, j'espère bien qu'elle sera ponctuée par un fort boycott le 25 mai et qu'on aura l'occasion de continuer bien au-delà. Voilà. J'ai longtemps hésité avant de participer au boycott. Parce que moi aussi, comme tout un chacun, comme tout citoyen, je m'interrogeais, mais quel sens donner au boycott? Effectivement, comme tout citoyen, quand il y a une élection qui se présente, on vote, on ne s'abstient pas. J'ai été récemment déléguée de liste aux dernières élections municipales de Bordeaux, et effectivement, quand j'ai vu les résultats, effectivement, j'étais particulièrement déçue, mais je me suis dit, tiens, encore, la faute aux abstentionnistes, bien sûr. Et en fait, c'est le fait de participer au boycott, au travers du CDR, que ça m'a incité à y réfléchir, et je suis particulièrement intéressée justement aux personnes qui se sont abstenues au précédent vote et qui expriment et qui disent pourquoi ils s'abstiennent. Ça, c'est intéressant aussi. C'est ça dont il faut tenir compte. Tenir compte, effectivement, de l'expression de ceux qui s'abstiennent. Parce qu'effectivement, ils s'abstiennent, mais c'est aussi, effectivement, c'est un acte civique en disant non, désolé, mais les personnes qui se sont présentées ne m'intéressent pas, donc je n'irai pas voter. C'est pas histoire d'aller un dimanche à la pêche ou au bord du lac tout proche. Non, non, du tout. Non, non, c'est un acte civique réfléchi. Et il faut aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que aussi, même dans les élections municipales, cantonales, etc., c'est aussi une réaction au rejet de ce que l'on subit depuis plusieurs années. C'est aussi des effets, des conséquences directes de différents traités successifs. Parce que j'ai constaté effectivement le nombre important, qui est le nombre non négligeable des abstentionnistes, quelles que soient les élections d'ailleurs. Et c'est effectivement cette réponse des abstentionnistes qui vraiment m'a mis la puce à l'oreille et m'a interrogée. Donc merci aux abstentionnistes. Avec Michel, qui doit être au fond de la salle, voilà, on revient d'une expédition dans ce qu'on appelle la vallée des anges, c'est-à-dire ce désert industriel, ces gens à qui on a volé le travail, à qui l'Union européenne et les financiers ont volé le travail, donc dans des régions extrêmement paupérisées. Et là, moi je peux vous dire que les gens, ils ne se posent pas les questions qu'on se pose aujourd'hui. Je veux dire qu'ils ont tout compris. Hein, et il ne faut pas leur... Moi je venais à distribuer des tracts pour appeler à l'abstention, pour expliquer ce que c'était que l'Union européenne. Eh bien, j'ai pas eu besoin beaucoup d'argumenter. Ils avaient plus d'arguments que nous. Donc il y avait la conscience de la situation politique, il y avait une conscience de classe, et je peux vous dire qu'il y avait aussi de la colère.
Et donc, je reviens de là un peu crevé, parce que c'est vrai que pendant 4 jours, on n'a pas arrêté de tracter, de discuter avec les gens, mais moi je reviens, alors, dans ces départements-là, il y avait entre 61 et 66% de boycott en 2009. Je ne sais pas combien il va y avoir là dans 15 jours, mais c'est, je veux dire, moi j'ai vraiment une grande confiance. Je veux dire, vraiment, ils m'ont appris des choses. Voilà. Dis-nous où est la vallée des Anges. C'est tout, excusez-moi, oui, c'est tout le quart, enfin je veux dire l'Est, toutes les vallées à Yange, Gondrange, c'est tous les hauts fourneaux qu'on a bazardés, voilà, sur la concurrence. Mais c'est vraiment, je veux dire, ces gens sont admirables de conscience. Voilà.